À 13h47, 18 véhicules blindés russes fonçaient sur une route de terre boueuse près de Kostianthan vers Nivka, poussant vers leur point de départ pour l'attaque du lendemain. Le commandant de la colonne avait parfaitement calculé son coup. La pluie battante avait cloué au sol les drones ukrainiens toute la matinée. Mais à l'insu des Russes, 3 équipes de drones ukrainiens surveillaient le radar météorologique depuis des heures, et la cellule orageuse se disloquait plus vite que prévu. En quelques minutes, le ciel dégagé allait transformer une marche routière sûre en une embuscade dévastatrice. 3 équipes de drones ukrainiens sont passées à l'action, alors que 24 drones FPV s'allumaient simultanément depuis leur position dissimulée. Les moteurs passant du ralenti au régime maximum en 2 secondes. L'éclaircie soudaine signifiait que la visibilité passait instantanément de 200 mètres à 2 km. La colonne russe était clairement visible, sa formation en file indienne s'étirant sur 400 mètres le long de la route boueuse, avec seulement 10 minutes restantes avant d'atteindre les structures en béton d'une ferme collective abandonnée. S'ils y parvenaient, ces chars feraient des ravages le lendemain. La colonne devait être arrêtée maintenant. Cependant, à l'instant où ces drones ont transmis leurs premiers signaux de contrôle, les systèmes de détection russes se sont verrouillés sur eux. Un dispositif de guerre électronique russe SER-VSS-5 a identifié les émissions en 0,3 secondes. Les signaux de contrôle diffusés sur les fréquences FPV standard illuminaient leurs écrans comme des fusées éclairantes dans le spectre électromagnétique. Dans un rayon de 8 km, le système a triangulé les positions ukrainiennes avec une précision de 25 mètres, assez précise pour des frappes d'artillerie de précision pouvant éliminer les opérateurs avant même que leurs drones n'atteignent la cible. Les données ont circulé instantanément via des canaux cryptés vers les batteries d'artillerie positionnées 12 km derrière la colonne qui avançait. Les équipes de canonniers chargeaient déjà les obus guidés locaux Krasnopol. Chaque drone montait rapidement à travers les nuages de pluie qui se dissipaient, faisant la course pour gagner de l'altitude avant que les Russes ne puissent réagir. Mais gagner de l'altitude signifiait exposer leurs signaux au-dessus du masquage du terrain, la zone où les retours radars sont naturellement bloqués par les caractéristiques du sol, et aux drones de reconnaissance russes Orlan 30 tournant à 2000 mètres. Sa nacelle caméra a pivoté vers les signatures de lancement. Les capteurs infrarouges, détectant les dégagements de chaleur de l'équipement des opérateurs malgré leur couverture thermique, transmettant des coordonnées précises aux tubes d'artillerie en attente. Le Orlan 30 était capable de faire cela parce que son désignateur laser monté sur cardane peignait les cibles avec un faisceau infrarouge codé sur lequel les obus Krasnopol pouvaient se guider durant leur phase terminale. Le drone maintenait le laser sur la cible pendant la totalité des 30 secondes de vol de l'obus, corrigeant la dérive due au vent et le mouvement de la cible. Ces données se synchronisaient avec les calculs du Zoopark M1 via le réseau tactique russe. Le radar fournissait les solutions de tir initiales, tandis que le Orlan assurait le guidage terminal. Ensemble, ils créaient une chaîne de ciblage capable de placer un obus de 152 mm à moins de 2 mètres d'une cible à 15 km de distance. Sans le guidage laser du Orlan, l'artillerie conventionnelle à cette distance se disperserait sur un cercle de 50 mètres, suffisant pour des cibles de zone, mais inutile contre des bunkers individuels. L'équipe ukrainienne de tête regardait l'affichage tactique alors que le radar de contre-batterie russe Zoopark M1 peignait leur position avec une précision croissante. Le système fonctionnait en mesurant la différence de temps d'arrivée du signal à 3 récepteurs séparés répartis sur le champ de bataille. Lorsqu'un drone transmettait, chaque récepteur enregistrait la microseconde exacte de l'arrivée du signal. Puisque les ondes radio voyagent à la vitesse de la lumière, même des différences de nanosecondes révélaient des variations de distance. 3 récepteurs créaient des lignes croisées qui localisaient la source de transmission comme un réticule mathématique. Dans 90 secondes, les obus d'artillerie guidés Krasnopol impacteraient avec assez de puissance explosive pour effondrer tout bunker non construit en béton armé. Et ces positions n'étaient que terre et bois. L'enjeu pour la première équipe ukrainienne était simple, transférer le contrôle et courir, ou se faire pulvériser. Ils ont initié les procédures TAC de transfert vers la deuxième équipe, alors que les obus Krasnopol étaient déjà en vol, des obus de 152 mm
avec des chercheurs laser capables d'ajuster leur trajectoire dans les dernières secondes de vol pour suivre la désignation du Orland. 8 drones sous leur contrôle sont passés en suivi de points de cheminement GPS, une fenêtre de vulnérabilité de 3 secondes où les drones volaient à l'aveugle pendant que les fréquences de contrôle se synchronisaient avec les nouveaux opérateurs à 800 mètres de là. 3 secondes à 140 km/h signifiaient 116 mètres de vol non guidé où tout pouvait arriver. Si le transfert échouait, alors ces 8 drones voleraient droit dans le sol ou hors de leur trajectoire, réduisant la force d'attaque d'un tiers avant même qu'elle ne commence. Le transfert s'est terminé avec une demi-seconde d'avance, alors que la première équipe sprintait à travers les chaumes de blé portant des sacs d'équipement de 20 kg. Puis derrière eux, leur bunker a explosé lorsque les obus ont trouvé leur cible 45 secondes après leur départ. Du côté russe, les véhicules BMPT Terminator de la colonne suivaient de multiples contacts aériens. Ces véhicules spécialisés embarquent des canons automatiques doubles de 30 mm, des lance-grenades AG-17D avec 300 coups chacun et 4 missiles anti-chars Ataka. Assez de puissance de feu pour créer un parapluie anti-drone au-dessus de toute la colonne. Leurs tourelles s'élevaient à mesure que les signatures de drones peuplaient les affichages de menaces. La deuxième équipe contrôlait maintenant 16 drones. Double signature électromagnétique impossible à manquer. Le Orlan 30 au-dessus a verrouillé leur position avec son laser infrarouge, tandis que le SER VSS-5 détectait le pic de 300 millisecondes lorsque les 2 opérateurs transmettaient pendant le décollage. 10 mètres de précision au lieu de 25. Ils avaient 90 secondes avant l'arrivée des obus Krasnopol. Les tirs d'artillerie marchaient déjà vers eux. Le premier a impacté à 200 mètres, projetant de la terre en l'air. Les opérateurs gardaient tôt leurs mains stables sur les commandes malgré les tremblements du sol. 16 flux vidéo de drones clignotaient sur leurs écrans, chacun fonçant vers la colonne russe à 140 km/h. Le calcul était simple. 45 secondes pour que les canons russes recalculent, 30 pour que les obus volent, mais seulement 1,5 secondes pour transférer le contrôle si nécessaire. La troisième équipe surveillait ses scanners de fréquence, système sous tension, prêt à prendre le contrôle à l'instant où l'équipe 2 commencerait à courir. Un autre obus a frappé plus près, 150 mètres. Maintenant, les opérateurs pouvaient sentir la commotion dans leur poitrine. Ils ont initié la séquence de transfert tout en saisissant simultanément leur équipement critique. Pas de temps pour autre chose. 24 drones convergeaient depuis 3 sites de lancement, créant un problème immédiat d'espace aérien. À 140 km/h, des drones de différentes positions atteindraient le même point simultanément, se transformant en confettis de plastique s'ils entraient en collision. Les drones de l'équipe 1 à 150 mètres d'altitude venant du nord-ouest. Ceux de l'équipe 2 à 180 mètres venant du nord-est. Ceux de l'équipe 3 à 120 mètres venant du sud. Séparation de 5 secondes au repère des 2 km. Les opérateurs ne pouvaient pas voir les drones des autres à travers les parasites. Ils ne pouvaient faire confiance qu'à la chorégraphie qu'ils avaient répétée. La cellule orageuse en approche était maintenant visible. Un mur de pluie avançant à 30 km/h. La foudre y clignotait. Chaque éclair étant une impulsion électromagnétique qui pouvait brouiller les signaux de contrôle. 4 minutes avant son arrivée. Niveau de batterie à 60%. Une seule tentative d'attaque. Pas de seconde chance. La colonne russe était à 2 km et se rapprochait. Les obus d'artillerie encadrèrent maintenant la position de la deuxième équipe. Chaque impact plus proche que le dernier alors que les artilleurs russes ajustaient leurs tirs sur la cible. Les opérateurs avaient 20 secondes avant que les obus n'atterrissent directement sur leur position. Ils ont initié le transfert vers la troisième équipe tout en rassemblant simultanément leur équipement le plus critique. Les tablettes de secours qui pourraient eux reprendre le contrôle si nécessaire. Tout le reste, sacs de couchage, rations, effets personnels, est resté derrière. La troisième équipe a accepté le contrôle de l'ensemble des 24 drones en douceur. Leur système gérant la charge maximale pendant que la deuxième équipe sprintait à travers les sillons parallèles dans le champ de blé, utilisant le micro-terrain pour toute couverture qu'il offrait. 24 drones convergeant depuis 3 sites de lancement créaient un problème immédiat d'espace aérien qui pourrait détruire l'attaque avant que les Russes ne tirent un coup de feu. À une vitesse de rapprochement de 140 km/h,
Des drones, lancés depuis différentes positions, atteindraient le même espace aérien simultanément et 2 quadricoptères de course entrant en collision signifiaient que les deux se transformaient en confettis de plastique. Les équipes avaient répété cette convergence pendant des semaines. Les drones de l'équipe 1 approcheraient à 150 mètres d'altitude depuis le nord-ouest. Ceux de l'équipe 2 à 180 mètres depuis le nord-ouest. Ceux de l'équipe 3 à 120 mètres depuis le sud. Chaque équipe avait des portes temporelles spécifiques. L'équipe 1 atteindrait la marque des 2 km à T-45 secondes. L'équipe 2 à T-40. L'équipe 3 à T-35. Cette séparation de 5 secondes signifiait qu'ils arriveraient en séquence, et non simultanément. Mais la théorie et la pratique ont divergé lorsque les flux vidéo se sont dégradés en parasites. Les opérateurs ne pouvaient pas voir les drones des autres, seulement les leurs à travers des signaux de plus en plus mauvais. Ils devaient faire confiance à la chorégraphie, maintenir la discipline d'altitude même lorsque le cisaillement du vent les poussait vers le haut ou le bas de 21 mètres. Une équipe montant pour éviter les turbulences pourrait se mettre directement sur la trajectoire de vol d'une autre équipe. La déconfliction reposait entièrement sur une gestion disciplinée de l'altitude et un timing précis. Pour aggraver les choses, la cellule orageuse en approche était maintenant visible à l'œil nu. Un mur de pluie avançant à 30 km/h qui arriverait dans 4 minutes. La foudre y clignotait, chaque éclair générant des impulsions électromagnétiques qui brouilleraient les signaux de contrôle des drones s'ils s'approchaient en trop. La fenêtre d'attaque se refermait des deux côtés, l'artillerie chassant les opérateurs d'un côté, la météo approchant de l'autre. Les drones devaient atteindre leur cible dans les 90 prochaines secondes où toute l'opération échouerait. Les niveaux de batterie avaient chuté à 60% à force de lutter contre des vents contraires croissants, leur donnant exactement une tentative d'attaque sans aucune possibilité de seconde chance. Raté maintenant et la colonne s'échapperait. Les BMPT Terminator étaient construits exactement pour ce moment. Bien que manquant de soutien d'infanterie débarquée, la colonne russe avait apporté ses véhicules spécialisés spécifiquement pour contrer les essaims de drones. Alors que 20 drones entraient dans leur enveloppe d'engagement, les 2 Terminators ont ouvert le feu simultanément. Leur lance-grenades automatique AG-17D pouvait tirer 400 coups par minute de grenades de 30 mm avec des fusées à explosion aérienne programmables. Chaque munition explosant à une distance prédéfinie pour créer un mur de shrapnel. Les 2 canons automatiques 2A42 utilisent une technologie similaire. Leurs obus détonnant selon des schémas de proximité conçus pour détruire les hélicoptères et les drones. L'ordinateur de contrôle de tir pouvait suivre jusqu'à 6 cibles simultanément, calculant les angles de visée et les schémas de rafale plus rapidement que les réflexes humains. En théorie, 2 Terminators pouvaient créer un dôme impénétrable de métal explosif au-dessus de la colonne. Mais le système avait un défaut fatal. Il était conçu pour engager 6 cibles, pas 20. L'ordinateur de ciblage priorisait les menaces par taille et vitesse, recalculant constamment à mesure que de nouveaux contacts apparaissaient. Avec 20 drones en approche, le système a bégayé, sautant entre les cibles sans terminer les séquences d'engagement. Pire encore, les tourelles ne pouvaient pivoter que sur 185 degrés. Une rotation rapide, mais pas instantanée. Les drones approchant de côtés opposés forçaient les tourelles à choisir, laissant la moitié des menaces non engagées. Les opérateurs ukrainiens le savaient par expérience. Le contrôle de tir du Terminator utilisait un algorithme de l'ère soviétique qui priorisait selon la section radar et la vitesse de rapprochement. Mais les drones FPV semblaient tous identiques. Même taille, même vitesse. Le système ne pouvait pas prioriser, alors il remaniait constamment la file d'attente des cibles, passant plus de temps à recalculer qu'à engager. Ils avaient spécifiquement synchronisé l'attaque pour exploiter ce défaut, présentant plus de cibles que le système ne pouvait traiter, sous des angles qu'il ne pouvait couvrir simultanément. Pourtant, 3 drones se sont désintégrés lorsque des munitions de 30 mm ont détonné assez près. Des cadres en plastique et de l'électronique s'éparpillant à travers le champ de blé. L'un est tombé du ciel, traînant de la fumée après que des fragments aient percé son bloc batterie. Les pertes étaient attendues. 20 drones ont survécu au feu défensif et sont entrés dans leur phase finale de piqué. À travers des flux vidéo remplis de parasites, les opérateurs ont sélectionné des points d'impact spécifiques.
l'espace entre la tourelle et la coque, les grilles du pont moteur, les blocs de vision, les espaces sous le blindage cage, ces cages improvisées que vous voyez autour des chars au-dessus du blindage existant, ne se rejoignaient pas tout à fait. Ce n'étaient pas des frappes aléatoires, mais des coups chirurgicaux sur des points où 3 kg de charge creuse pouvaient pénétrer. Le commandant du char de tête les a vus arriver et a lancé son T-72 en marche arrière, mais le BMP derrière lui n'a pas pu bouger assez vite. Les véhicules sont entrés en collision avec un fracas de broyage, les chenilles s'emmêlant dans la boue. 20 impacts se sont produits en 8 secondes, des charges creuses poinçonnant à travers les points faibles plutôt que le blindage principal. Un drone a trouvé l'espace dans le blindage cage d'un char, détonnant contre l'anneau de la tourelle et la bloquant sur place. Un autre a frappé la porte arrière ouverte d'un BMP, l'explosion détruisant le moteur et déclenchant un incendie électrique. Les BMPT Terminator ont pris des coups sur leurs systèmes optiques et leurs compartiments moteurs. Mobilité et puissance de feu mises hors service, même si l'équipage survivait. Chaque frappe n'était pas parfaite. Plusieurs drones ont frappé le blindage cage et ont détonné inoffensivement à l'extérieur. Des charges creuses gaspillées sur des barres d'acier conçues exactement pour cet usage. 2 drones ont frappé sous un angle trop faible sur le blindage de la tourelle et n'ont pas réussi à pénétrer. Mais assez de drones ont trouvé leur marque. Compartiments moteur en feu, optique détruite, chenilles arrachées, tourelle bloquée. Dans les 90 secondes suivant le premier impact, 12 véhicules étaient immobilisés ou en feu. Les équipages ont commencé à abandonner leurs véhicules. Certains courant vers les fossés de drainage, d'autres vers la lisière des arbres. 3 véhicules ont tenté de s'échapper hors route, mais se sont immédiatement embourbés dans la boue saturée par la pluie du matin, les chenilles tournant impuissantes alors qu'ils s'enfonçaient. Les conséquences se sont déroulées au cours des 10 minutes suivantes, alors que les équipages fuyaient et que les véhicules brûlaient. 4 drones restants encerclaient, leurs opérateurs surveillant tout véhicule qui pourrait être récupérable. Un par un, ces drones ont trouvé des véhicules russes qui étaient encore utilisables et en ont promptement fait une partie de la campagne ukrainienne. Au revoir pour le moment.